Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast santé qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences autour des parcours de soins cancer, le partage de témoignages entre patients et véhiculer une information de qualité pour les patients atteints de cancer ou en rémission, ainsi que pour leur entourage, les aidants, les accompagnants. Pour ce faire, j'accueillerai à mon micro des patients qui ont pour point commun l'envie de partager leur expérience et leur histoire dans le but d'aider les autres. J'accueillerai aussi des experts, des professionnels de santé, des associations, car je suis convaincue qu'un patient bien informé est un patient qui sera plus facilement acteur de son parcours de soins dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à recommander le podcast Cancéro à d'autres patients qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre un avis et une note sur les plateformes d'écoute afin de rendre Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Mille merci et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Olivia. Bonjour Abigail. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Cancéro. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Et je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui parce qu'en fait, sur le podcast, jusqu'alors, je n'avais interviewé que des patientes qui avaient eu un cancer du sein. Ce qui est normal en nombre, c'est le premier cancer féminin. Et vous avez eu un parcours de soins cancer de l'ovaire. Et je trouve que c'est très intéressant d'ouvrir sur d'autres parcours de soins et puis d'être le plus inclusif possible pour parler à tous les patients. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci et je suis vraiment ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui ensemble. Merci. Alors, pour débuter, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour les auditeurs qui nous écoutent ? Avec plaisir. Alors, je suis Olivia, j'ai 37 ans. J'ai un petit garçon, enfin petit, je dis toujours petit, mais il grandit, qui a bientôt 13 ans, il a 12 ans et demi, un adolescent. Il reste toujours petit pour nous. Oui, non mais c'est vrai, je crois qu'il restera toujours, moi je lui dis toujours mon petit bébé, mais non, il faut que, surtout qu'il me dépasse en taille, donc il faut que je change. Voilà. On m'a diagnostiqué un cancer de l'ovaire 3 semaines après mon mariage, en juillet 2022. Ça a été une grosse surprise, surtout que ça a été complètement par hasard. En fait, j'avais un rendez-vous à mon gynécologue comme tous les ans, un rendez-vous annuel pour mon renouvellement de contraception. Et puis, quand il m'a ausculté, tout de suite, il m'a dit qu'il y avait un problème. Donc je le connais, ça fait très longtemps que je connais mon gynéco, il m'a aidé à avoir Eden, il m'a accouché d'Eden, il m'a opéré 2 fois de kyste, ma césarienne, enfin voilà, on a une relation assez proche tous les deux, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il était très inquiet, parce que j'avais beaucoup de liquide dans mon ventre, il comprenait pas trop ce que c'était. C'est à la palpation qu'il a eu Non, c'est à l'échographie. Ah oui, d'accord, il a fait une échographie. Il m'a fait une écho, comme il m'avait opéré déjà de 2 gros kystes étant plus jeune, il voyait à chaque fois, il me faisait une écho. Et il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de liquide dans mon ventre, donc même lui, il ne comprenait pas. À ce moment-là, il pensait peut-être justement à un kyste qui avait éclaté. Et il m'a dit que ça aurait très bien pu être plausible. Donc il m'a fait faire des analyses, une prise de sang et un scanner. Et puis malheureusement, ça s'est révélé pas très bon. Oui. Voilà. Et du coup, on en est déjà au parcours de soins. Oui, je vais avancer un petit peu. Non, mais c'est très bien. On va aller tout de suite sur le vif du sujet. Et donc, du coup, le parcours de soins s'est enclenché très vite derrière. Alors, j'ai eu cette chance, sincèrement, d'être prise en charge tout de suite. C'est-à-dire que le lundi, il m'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le mardi, j'ai fait une prise de sang. Je me souviendrai, pour la petite anecdote, donc j'habite dans un petit village, donc maison médicale, l'infirmière me fait ma prise de sang. Et même elle ne savait pas ce que c'était la prise de sang qui m'avait... en fait, c'était le CA125. Et le CA125, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est le marqueur dans le sang du cancer de l'ovaire. Et même elle savait pas, je la reverrai toute ma vie, chercher dans son petit cahier. Et elle me dit, je lui dis, j'aurai les résultats dans la journée. Elle me dit, oui, pas de problème. La pauvre, elle savait pas de toute façon. Donc, je les ai bien sûr pas eu le jour J. Je les ai eu le lendemain.
Pour la petite information, la valeur de référence était 35 et moi j'étais à 2300. Avec écrit en gras valeur contrôlée. Donc là, je vous avoue que ça, j'ai pensé que c'était pas bon. Et j'ai eu un rendez-vous rapide avec mon médecin traitant pour voir un petit peu, et elle a été aussi pas très rassurée. On a passé je dis on parce que mon mari m'a beaucoup accompagnée pendant cette période. J'ai passé le scanner le lendemain et puis la radiologue m'a dit effectivement. Et moi, ce que je ne savais pas, et c'est peut-être intéressant aussi de dire aux auditeurs, c'est que les radiologues n'ont pas le droit de vous annoncer quelque chose comme ça. Donc en aucun cas, la dame qui m'a reçue m'a parlé de tumeur ou de grosseur, de masse. Elle m'a juste dit, effectivement, vous avez du liquide qui tourne autour de votre foie. J'ai appelé votre gynécologue en urgence. Il veut vous voir demain matin à la première heure. Moi, je savais que c'était déjà pas très bon. Et effectivement, le lendemain, donc le vendredi matin, mon gynéco m'a annoncé un gros cancer de l'ovaire avec métastase, un gros stade 3. D'accord. Tout de suite, il m'a parlé que c'était pas opérable tout de suite, parce que c'était trop gros. Je l'ai senti très ému. Moi, je vais être très honnête, il m'enterrait ce jour-là. Je l'ai vu dans ses yeux. Il me dit, mais je comprends pas, lundi, des fois il me tutoie, des fois il me voit, je te parle de mes enfants lundi, et puis là je t'annonce un gros cancer. Il pensait que les seins étaient touchés, parce qu'en général, c'est souvent les seins qui sont touchés, et après, c'est quand même, le cancer de l'ovaire est très rare, hein, c'est 6000 cas par an. Justement, j'allais y revenir après, donc c'est très bien comme transition, parce qu'en fait, l'infirmière, elle avait jamais été confrontée à ça, et du coup, c'est un cancer qui est rare. Oui. Et donc les chiffres, c'est 6000 cas par an. 6000 cas par an. Et la moyenne d'âge, c'est 70 ans. J'en avais 36. Oui, complètement hors norme. Donc tout de suite, mon gynéco me dit, il savait mes antécédents familiaux. Ma mère est décédée d'un cancer du sein à 38 ans, j'avais 3 ans. Donc tout de suite, il me dit, c'est certainement génétique, il va falloir faire des tests. J'ai été prise en charge, pour en revenir à votre première partie de question, très rapidement, parce que j'étais même pas sortie de son bureau, qui passait déjà des coups de fil, avec le docteur qui m'a posé mon PAC, mon cathéter, pour avoir les chimios, qui lui a dit, tu prends Madame Trujillo entre deux patients. Hein. Il a appelé mon oncologue tout de suite en disant, tu vas recevoir une de mes patientes, ça fait 20 ans que je la suis, tu vas être très sympa. Et donc c'est vrai que voilà, tout de suite ça s'est enchaîné, quoi. Et dès la semaine prochaine, j'ai vu un anesthésiste. Dès la semaine le mercredi, il m'a fait ma cilioscopie exploratrice. Il est venu me saluer avant, il avait une mine de tétéré, bref, et il est venu me voir en salle de réveil illuminé. Je me reverrai toujours son visage. Il m'a tapé sur l'épaule, il me dit, bon, c'est moins pire que prévu, le foie n'est pas touché, la rate n'est pas touchée. Ah oui, il s'était imaginé le scénario catastrophe. Moi, il m'enterrait. Ouais. On en a reparlé. Lui, vraiment, quand il m'annonce ça le vendredi 29 juillet, voilà, c'est dans les 3 mois, je décède, quoi. On en est là. Parce que lui, il pensait que les seins étaient touchés, il pensait tout ça. Et non, vraiment, à la cilioscopie exploratrice, il me l'a dit juste avant, il m'a dit, je vais me rendre compte du dégât là. Et c'est vraiment quand il m'a ouvert qu'il est revenu après à la salle de réveil en me disant, bon, voilà, le foie n'est pas touché, la rate n'est pas touchée. Il faut faire de la chimio parce que c'est trop gros et que c'est pas possible à sortir comme ça. 6 mois de chimio, tu fais 6 cures et on se revoit et je t'opère et ça va le faire, quoi. D'accord. Ouais. Donc là, déjà, on souffle un peu. Ouais. On souffle un peu. Ça met la chair de poule. Ah ouais? Non, mais, oui, parce D'accord. que, bah non, mais c'est hyper fort, en fait, ce que vous décrivez. Ouais, bah c'est ça, c'est la réalité. Ouais. Et que le professionnel, complètement. Voilà, vous ai parlé comme ça, c'est très fort. Et donc ça, c'était la première semaine. Et la deuxième semaine, donc j'ai eu mon cathéter de posé, j'ai vu mon oncologue. Moi, j'ai voulu être très claire dès le début. Je voulais savoir mon stade. Je pense que j'avais besoin. Donc il m'a dit, je ne vais pas vous mentir, vous avez un gros stade 3 avec des métastases sur le péritoine et l'épiplomb, la paroi de l'intestin. Là, il m'explique qu'il n'est pas forcément très inquiet pour celui-là. Mais il me fait comprendre que le cancer de l'ovaire, c'est le cancer qui récidive le plus. Donc c'est pas gagné, même si ça va. D'entrée, dès la première... moi j'y vais, j'ai confiance de toute façon. Et j'ai eu cette chance donc de commencer ma chimio. Normalement, je devais même la commencer la semaine d'après, mais il n'y avait pas de place. Il y a beaucoup de monde en cancérologie. Donc j'ai commencé ma chimio 3 semaines après le diagnostic, jour pour jour. D'accord. Mon médecin traitant ne revient toujours pas, me dit, moi je n'ai jamais vu ça. 3 semaines après le diagnostic, commencer une chimiothérapie en plein mois d'août. Oui. Ouais, c'est très rapide. Il fallait attaquer. C'était trop agressif. Ouais.
Et en termes de protocole de chimiothérapie, sans forcément rentrer trop dans les détails, mais... Oui, alors là, ils m'ont pas dit la vérité. Bon ? Non, ils m'ont pas tout dit. Je pense qu'ils essayent quand même de prendre un peu des gants. Pour pas, même si je pense qu'ils m'ont vu que je me laissais pas abattre et que tout de suite je me suis mis en mode guerrière, mais c'est quand même pas évident, hein. Et donc tout de suite mon oncologue, moi j'ai la chance, franchement j'ai une super équipe médicale autour de moi, un médecin traitant, un gynéco, bref. Et mon oncologue, après le stade, la première question a été le travail. Est-ce que je pourrais retravailler ? Ah oui, pas de problème, je vous fais la chimio le vendredi, vous vous reposez le week-end, on rattaque le lundi. C'était utopiste, hein, sincèrement. Mais enfin, il me l'a fait croire. En tout cas, c'était bien pour lui. Je n'avais besoin d'être remotivée à ce moment-là. Et il m'annonce, on fait 6 cures. On fait 6 cures de chimio et puis on vous opère. Sauf que ce qu'il m'a pas dit, c'est qu'arrivé à la fin de mes 6 cures, qu'il fallait en refaire 3 après l'opération. Ça, il m'a pas dit tout de suite. En même temps, est-ce que c'est pas mieux des fois d'y aller pas à pas ? Complètement. Et puis de pas voir la montagne trop haute devant nous ? Complètement. Parce que ça peut paraître insurmontable aussi. Complètement. Hein. Oui, je l'entends. Je pense que oui. Et vous avez arrêté de travailler du coup Ah ben oui, dès la première chimio, parce que moi ça a été vrai, c'est bête, hein. Franchement on se rattache à des choses peut-être bêtes dans ces moments-là, mais moi ça a été une obsession, je dis mais moi il faut que je retravaille. Et tout de suite je vous dis, il m'a dit oui, pas de problème, on fait la chimio vendredi, on se repose et puis on y va le lundi, et il m'a dit par contre on attend 3 mois. Parce qu'il me dit, je veux voir quand même comment vous supportez la chimio. Il me l'a dit, dès le départ, il m'a dit, c'est des grosses chimiothérapies. C'est du lourd en termes de temps, c'était des chimios de 4h30. Vraiment de médicaments, de chimiothérapie. Alors en plus, il faut rajouter le temps d'être branché, l'administratif, tout ça. J'y étais pour 6 heures en général, en chimio. Donc voilà, il m'a dit, c'est du lourd, je ne vais pas vous cacher. Donc il m'a dit, on attend 3 mois, et puis si dans 3 mois ça va, on y retournera, quoi. Et non, bien sûr que dans 3 mois, même si j'ai la chance d'avoir très très bien supporté la chimiothérapie, dès le début, elle a eu des effets, je pense, sur mon marqueur. La première, j'étais à 2300, la deuxième, j'étais à 1600, quoi. Enfin... Voilà, ça n'a pas arrêté de descendre. Donc ça, c'est très positif quand la chimiothérapie réagit bien comme ça. Et le travail, non, je me suis vite aperçu que non, ça allait être compliqué. Ouais. Mais c'est pas grave, chaque chose en son temps. Vous faites quoi comme métier ? Je suis assistante administrative dans un centre de formation, je travaille avec les jeunes. Ouais. Et c'est vrai que ça a été une obsession au début, et puis là, plus le temps passe, où je me dis, bon, il faut que je prenne du temps pour moi. Chaque chose en son Exactement. temps. Mais ça fait peut-être partie aussi de la reconstruction, le travail. Alors, on dit, le travail, c'est la santé. Oui, et puis c'est ce qui rythme le quotidien aussi. Donc c'est vrai que quand on a une annonce comme ça, en fait, c'est aussi un moyen de se raccrocher à la vie d'avant. Complètement. Mais la vie d'avant, malheureusement, elle n'existe plus. Et ça, c'était difficile aussi pour moi. Ouais, j'imagine. Ouais. Et pour reparler des chimiothérapies, est-ce que vous avez eu des gros effets secondaires ? Comment ça s'est passé ? Comment vous les avez atténués, bien sûr, entre guillemets ? J'ai eu la chance, j'en ai quasiment eu aucun. Moi, j'ai même parfois honte un peu de le dire, parce que je sais que malheureusement, ça se passe pas souvent comme ça. Mais moi, j'ai jamais eu de nausée, j'ai jamais vomi. J'ai pas été fatiguée à dire rester dans mon lit, jamais. Après, vous aviez peut-être aussi toutes les prémédications. Ah bah oui, voilà. Ça oui. Mais malheureusement, j'ai des amis qui, même avec la prémédication... Bien sûr. Non, mais c'est important de le dire. Oui. On prémédique sur les... Exactement. Alors déjà, toutes les chimios sont pas émétisantes de la même manière. Bien sûr. Ça dépend des protocoles que l'on a. Oui. Et c'est vrai que quand elles sont émétisantes, en plus on met des antiémétiques dans les poches, on prémédique. Alors ça peut être aussi avec des comprimés avant. C'est ça. Et ce qui s'est passé pour moi. C'est hyper important de bien le comprendre pour bien prendre les traitements. Exactement. Et ça, je trouve que c'est important de le dire. Complètement. Et ça, on m'avait prévenu, et toute mon équipe médicale, que ce soit mon médecin traitant, mon infirmière qui venait me faire les prises de sang avant chimio, mon pharmacien d'ailleurs, s'il m'écoute. Vraiment, moi j'ai une équipe médicale au top, et ils m'ont dit tout de suite. Moi j'ai été on en parlera certainement plus tard, j'ai pas été préparée à l'après-cancer, mais j'ai été très bien préparée avant cancer. Et mon pharmacien, toute mon équipe m'a dit surtout, même si vous n'avez pas de nausées, prenez, c'est important. Peut-être que c'est ça effectivement qui m'a sauvée, je ne dis pas, qui m'a aidée, mais à supporter. Mais c'est vrai que j'ai cette chance. Moi j'ai toujours mangé en rentrant de chimiothérapie, j'ai toujours... vraiment, sincèrement, je considère ma chance, parce que je sais que c'est malheureusement pas tout le monde comme ça. Et puis la fatigue non plus, ça vous a pas... Franchement, pas à dire. Impacté, non. J'ai beaucoup souffert physiquement, ça c'est vrai.
Alors, on ne sait pas si c'est la chimiothérapie ou si c'est les métastases en elles-mêmes qui me faisaient souffrir. Les 6 premiers mois, donc de août à ma dernière chimio, le 2 décembre, j'ai beaucoup souffert physiquement, où j'ai passé beaucoup de temps dans mon canapé parce que je souffrais vraiment au niveau du ventre. Mais vraiment, hormis ça, non, ça va. C'était des douleurs osseuses? Non, c'était vraiment des douleurs à l'intérieur de mon ventre, sur le côté gauche. D'accord. J'ai même d'ailleurs consulté, je me souviens, c'était la rentrée de mon fils, c'était le premier, il est rentré le 2, ça m'a pris le 1er septembre. J'ai consulté mon médecin traitant. Et même elle, je lui dis, mais c'est le cancer. Elle me dit, bah non, c'est pas le cancer, hein. C'est pas possible, vous avez fait un scanner il y a 3 semaines. Et puis j'ai fini quand même aux urgences, et puis ils m'ont passé un scanner, et ça empirait. Donc c'était ça qui me... Voilà. Et ça a été jusqu'à l'opération, ces douleurs-là. Et donc, vous avez eu de la chimio jusqu'au mois de décembre? Effectivement, ma dernière chimio le 2 décembre, et puis j'ai été ma grosse opération pour début janvier. Opération début janvier? Ouais, par la parotomie, où ils vous ouvrent d'en dessous la poitrine jusqu'au pubis. Oui. 65 agrafes et 14 fils de mémoire. J'ai leur corps dans la région, enfin, dans les villages, aux alentours, j'ai leur corps. On rigole avec les infirmières. Je rigolais jaune quand ils m'ont annoncé ça, mais maintenant, aujourd'hui, j'en rigole. Ouais, j'ai leur corps, du nombre d'agrafes. Et du coup, en termes de suite opératoire, ouais, ça a dû être... Ouais, parce que surtout, autant, je vous dis, la chimio, j'étais tellement préparée, et puis j'ai très rapidement vu que ça allait le faire. J'appréhendais beaucoup cette opération, parce que je pense que déjà, il y a l'anesthésie. Enfin, c'est humain, je pense, d'appréhender, et puis on m'a pas caché que c'était une grosse opération. Mon gynécologue, tout de suite, m'a dit, moi, je n'y vais pas tout seul, parce qu'il y avait des risques au niveau intestin. Peut-être ils allaient... Vous savez, les scanners, c'est les images, c'est bien, mais il faut mieux de voir de leurs yeux. Donc, ils m'ont opéré à 4 mains, il s'est accompagné d'une gastro-entérologue. C'est une opération qui a duré 4h30. Ouais, ça a été une grosse... Mais un velours. Moi, je me suis réveillée une petite fleur. Franchement, non, sincèrement... À l'hôpital, on vous laisse plus souffrir, ça c'est clair. Donc, morphine que j'ai pas supportée. Je suis ressortie une semaine après avec du Doliprane. Non, franchement, moi je suis restée tranquille à la maison. Il m'avait prévenu, faut pas trop... Mais non, c'était beaucoup d'inquiétude pour pas grand-chose. D'accord. Ouais. Et donc là, on est début janvier, donc un peu de convalescence. Février, je pars à Cuba. Ah ouais, ça a été une chance. C'était pour les 60 ans de ma belle-mère. C'est un voyage qui était organisé, bien sûr, bien avant l'annonce de mon cancer. On partait en famille à 11. Jusqu'au bout, je ne savais pas si j'allais partir, parce qu'en plus, ma cicatrice s'est infectée, avec la chance que j'ai. Donc, j'ai su une semaine avant de partir si je partais ou pas. Ouais, ça a été... Et puis, tout mon pharmacien, mon infirmière, mon médecin, ok. Et puis, c'était mon gynéco, c'était lui qui avait le dernier mot, qui m'a dit... Je pense que ça va vous faire du bien. Mais effectivement, les cocktails m'ont fait beaucoup de bien. Au bord de la plage. Bon, tout le monde vous a donné le go. Et exactement, là, du coup, vous étiez et on y va. Contente. Oui, ça a été... Voilà. C'était symbolique. Ouais. Après mes 6 gros chimios, ma grosse opération, oui, on va à Cuba, quoi. Je vais à Cuba avec la famille. Oui, ça a été vraiment... Ouais. En plus, c'est dur quand on a un gros voyage de prévu comme ça jusqu'au dernier moment de pas savoir. Oui. J'avais dit à mon fils, tu iras avec tes grands-parents, tes cousins, tes cousines. Mon mari m'avait dit, j'ai dit, tu y vas. Mon mari m'a dit, non, je reste avec toi. Mais c'est vrai, quoi, ça m'aurait peiné de... Les proches n'ont pas non plus envie de laisser non, personne, mais bon, après, voilà. Bien sûr. Donc, ça a été... Donc, un gros moment où vous avez bien profité. Voilà, et puis il a fallu y retourner. C'était 2 semaines, du coup. On est parti 13 jours, ouais. On est parti 13 jours. Donc, je suis partie avec une cicatrice infectée. Ouais. Je suis partie avec une valise de cabine remplie de pansements, de bétadine. Je ne sais pas si je peux dire les marques. Oui. Pas de problème. de pansements, de tout ça. Mais je suis partie quand même. Ça a été, ouais, top. Et vous faisiez les pansements vous-même? Alors, j'ai un mari qui est pourtant pas du tout dans le métier, mais qui n'a pas peur. Et ça a été mon infirmier personnel. Et tous les jours, il me faisait des soins. Donc, j'avais une seule consigne, c'était pas de me baigner. Donc, ça a été malheureux, parce que moi, j'adore l'eau. Vraiment, l'eau me fait beaucoup de bien. Donc, je regardais ma famille se baigner. Je pleurais un petit peu. J'avais un petit peu des larmes dans mes yeux. Mais et puis, mon mari, on en parlait encore il y a quelques jours, lui a tellement eu peur à ce moment-là que j'attrape quelque chose où il me disait pas la vérité, en fait. Il me disait non, faut peut-être attendre demain. Il m'a fait galérer comme ça une semaine, et en fait il m'a avoué que dès le lendemain c'était guéri.
Et ça, mon infirmière m'avait dit, vous savez, avec la chaleur, avec le changement, peut-être que ça peut vite s'arranger. Et ça s'est vite arrangé. Mais lui, il avait tellement peur que, bon, je lui en veux pas aujourd'hui. Mais il a préféré prendre plus de précautions. Voilà, il voulait être sûr que ce soit bien refermé pour pas que je ramène une bactérie. Bien sûr. Bon, c'est tout à son honneur. Oui, ça peut se comprendre. Oui, voilà. Bon, après, on peut visiter, on peut faire d'autres choses. Je pouvais pas marcher. C'était compliqué. Hein. J'étais à 1 mois et demi d'opération. J'étais pas une flèche. Non. Ouais. Non. Donc, c'était plus le côté dépaysement et famille. Et cocktail au bord de la Ouais. plage. C'est ce que j'ai dit. Je leur ai envoyé tous une carte postale, d'ailleurs, à toute mon équipe médicale, en disant, je pense bien à vous, avec ma pina colada dans les mains et au bord de la piscine. On a rigolé. C'était drôle. Et du coup, au retour... retour à la réalité, on rattaque pour 3 séances de chimio parce que mon oncologue m'avait dit à ma dernière début décembre que même si effectivement j'ai très bien réagi à la chimio, la tumeur était voilà, l'opération, mon gynéco était sûr d'avoir tout retiré, voilà, mais il est toujours possible qu'il y ait des petites, on m'explique ça, qu'il y ait des petites cellules invisibles à l'œil nu qui peuvent aller migrer dans d'autres parties du corps. Et donc on me dit qu'il est quand même intéressant et pour mon bien de refaire 3 séances de chimio derrière. Donc je pensais que la dose allait être, mais non, jusqu'au bout, non, pas de regret, jusqu'au bout on y va, 3 grosses doses. Et c'est toujours comme ça, les protocoles de traitement pour le cancer de l'ovaire, toujours avec des cures de chimio en pré et en post. Alors tout dépend le stade. Opération, si c'est un petit stade et si c'est une petite tumeur qui n'a pas, ils opèrent en général. Enfin, il n'y a pas de généralité de toute façon, mais tout dépend le stade. Les petits stades, ils opèrent avant et ils font de la chimio après. Moi, c'était trop gros. Donc les copines de cancer que j'ai, entre guillemets, qui ont été dans mon cas, oui, c'est chimio, opération chimio. Et on refait toujours la chimio en post... Et on refait toujours un peu de chimio pour être sûr de tout, de tout éliminer. Et donc là, vous avez des traitements à l'heure actuelle ? Oui, c'est loin d'être fini, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est pour mon bien. Ça n'a pas été facile à accepter aussi, mais... j'ai la chance, je pense qu'on peut dire ça. Donc j'ai eu des analyses génétiques très rapidement, en urgence, parce que ça allait dépendre de mon traitement futur, allait dépendre de ces analyses, donc il fallait le faire. Donc sans trop de surprise, mon cancer est génétique. Je suis mutée BRCA1. Il y a 2 gènes, le 1 ou le 2. Le 2 est moins pire, moi, avec la chance que j'ai le 1. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais dans mon malheur, comme me disait la généticienne, c'est sûr que c'est triste d'avoir un cancer à mon âge, mais c'est plutôt une bonne chose d'avoir ce gène muté parce que du coup, je suis en thérapie ciblée. C'est-à-dire que le traitement que je prends actuellement agit vraiment sur mon ventre. C'est un anti-récidive et ça agit vraiment. Il y a des très bons résultats sur ce traitement. Donc c'est un traitement à l'oral que je prends toutes les 12 heures. Il faut assez respecter le temps. Moi, ça va, ça a été très difficile. Je le prends depuis début mai. Ça a été très difficile parce que c'est un médicament qui est très fort. J'ai eu beaucoup de nausées. Alors là, c'est vrai que c'était malheureux de rien avoir pendant la chimio et là, d'avoir beaucoup de nausées. Mais je pense que c'était un petit peu temps que le corps s'habitue. Et puis aujourd'hui, c'est une lettre à la poste. Ça va. Franchement, il me fatigue un peu les articulations, mais c'est le jeu. Je sais que ça fonctionne bien. Et depuis, là j'ai fait ma 2e injection hier, ça c'était pas prévu au programme, mais mon oncologue a décidé de me mettre en plus un autre traitement qui s'appelle l'Avastin. C'est assez dans plusieurs cancers, je sais que dans le cancer du poumon, c'est un anti-récidive aussi, en injection. Donc c'est vraiment... mes amis sont un peu perdus en ce moment parce qu'ils comprennent plus, je mets des photos encore hier sur mes réseaux, ça se passe à la chimio, c'est toutes les 3 semaines comme la chimio, c'est en injection comme de la chimio, sur toutes mes convocations c'est écrit chimiothérapie, mais ce n'est pas de la chimothérapie. Je ne vais pas perdre mes cheveux, je ne vais pas... Parce que si je peux me permettre une petite parenthèse, il y a eu aussi le fait que je fasse 2 chimios au final, 6 plus une pause plus 3, mais j'ai perdu bien sûr 2 fois mes cheveux. Bien sûr. Et ça, les cheveux, c'est difficile. Je n'aurais pas pensé. Pourtant, j'étais préparée, on me l'avait dit, mais ça a été très, très compliqué, les cheveux.
Vraiment. Est-ce que vous voulez bien justement en parler, parce que ça c'est pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Ouais. Enfin, faut pas dire que c'est que les femmes. Oui, c'est vrai. C'est des étapes qui sont extrêmement difficiles, quel que soit le sexe du patient. Complètement. Et il y a certains patients qui le vivent entre guillemets un peu mieux, mais bon, globalement ça reste une étape très difficile. Moi, c'est ce que j'observe en tout cas. Ouais, bien sûr. On m'a pas caché dès le début. Mon cancérologue, mon oncologue m'a dit vous allez perdre vos cheveux. L'infirmière d'annonce, parce qu'on a une infirmière d'annonce qui vous explique un peu le protocole, tout ça, m'a dit tout de suite vous allez perdre vos cheveux, ça c'est obligatoire. Les poils peut-être un peu moins. Bon, moi j'ai tout perdu, comme ça la question ne se pose pas. Tout de suite on m'a dit voilà, il y a des choses qui existent, des perruques. Moi je me suis fermée à cette idée. Alors je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit non, je veux pas de perruque. Elle me dit, vous verrez bien. J'ai dit à mon mari, oui, on verra, mais non. Et puis, j'ai une très bonne amie qui est coiffeuse. Donc, pour la petite anecdote, comme on s'est mariés quelques temps avant, j'avais laissé pousser mes cheveux. Moi, j'ai normalement une coupe assez courte depuis toujours. J'avais laissé pour avoir un beau chignon. Donc, dès le lendemain du mariage, j'ai bien sûr tout coupé. Et à l'annonce de mon cancer, il a fallu... Voilà, on savait que j'allais perdre mes cheveux, donc on a raccourci avec ma coiffeuse. Et j'ai été suivie pendant cette période-là par une sophrologue. C'est pareil, c'est une histoire incroyable de cette rencontre avec cette dame qui a eu un cancer du sein, qui m'a beaucoup aidée, qui travaillait en chimio, enfin bref. Ça a été une très belle rencontre. Et elle m'a dit, tu verras Olivia, tu vas perdre tes cheveux le 25e jour. Parce que l'infirmière m'avait dit entre la première et la deuxième cure. Voilà. Elle m'a dit, tu verras, le 25e jour, tu perdras tes cheveux. Ouais, c'est ça, ouais. Et le 24e jour, après ma première chimio, j'ai commencé à perdre mes poils. Et le 25e jour, je commençais à perdre mes cheveux. Et ça a été très vite. Et moi, ça, par contre, je ne savais pas que ça tombait aussi vite. Alors, je ne sais pas si c'est dans tous les cas, mais dans le mien, pour la petite histoire, le vendredi matin, je passe ma main dans les cheveux, 1 ou 2. Le samedi, j'envoie un message à ma coiffeuse, il faut que tu me prennes. Ouais, pas de problème, viens lundi après la fermeture, parce que c'est quand même délicat de raser les cheveux. Samedi, 1 ou 2. Dimanche, 3 ou 4, je les comptais encore. Et puis lundi, quand je me suis levée, c'était des poignées de cheveux. En 4 jours, mais incroyable. Et je me rends chez ma coiffeuse le soir. Sur le trajet, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et elle me dit, mais Olive, t'es sûre, tu veux pas qu'on raccourcisse encore un peu? T'es sûre que tu veux raser? Et elle se rendait pas compte. Et je me rappellerai toute ma vie, je fais un signe, je lui dis, mais regarde, tu te rends pas compte, Laetitia? Et je prends, voilà, et j'ai une touffe de cheveux dans ma main, et je la vois qui veut pas me peiner, mais je la vois qu'elle hallucine très clairement. Et donc on a rasé, ça a été très très compliqué. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout le monde m'a dit, ah bah oui, la féminité, c'est important, c'est ça. Moi, pas du tout. Parce que très sincèrement, je ne me suis jamais trouvée aussi féminine qu'en ce moment. Parce que je mets des gros anneaux, parce que je vais mettre du rouge à lèvres rose fluo, parce que voilà, je vais attirer l'attention sur d'autres. Moi, c'est pas ça le problème. Moi, le problème qui m'a beaucoup posé problème, c'est que je ne pouvais plus cacher ma maladie. Et ça, c'est difficile parce que, encore une fois, moi, ma chimio, je l'ai assez bien supportée. Enfin, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que t'as bonne mine? Ah oui, parce que normalement, un cancéreux, ça doit être tout maigre. À moi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai malheureusement le seul cancer qui ne fait pas maigrir. Je n'ai pas perdu 1 gramme, j'ai même pris quelques kilos. Enfin, c'est une autre histoire, mais c'est vrai que tout le monde me dit, t'as bonne mine. Mais je ne pouvais plus cacher ma maladie en étant... Voilà, ça a été compliqué. Oui, vraiment. En fait, le plus gros cap à passer, c'était le regard des autres quand on sort. Oui. Ouais. Donc, même si je ne voulais pas de perruque, parce qu'il faut savoir que la sécurité sociale rembourse la première partie, j'ai envie de dire, donc du synthétique qui gratte, qui fait bien chaud. Si tu veux une perruque un peu plus sympa, c'est 700 à 800 €. Comme on m'avait dit que je ferais 6 cures, j'allais dire à mon mari, c'est quand même un peu bête. Pour 6 cures, ça va passer vite, toutes les 3 semaines. Donc c'était des turbans, c'était rose fluo, enfin ouais, honnêtement moi j'ai accessoirisé des casquettes, beaucoup, j'ai accessoirisé rose, bien sûr, j'aime le rose, accessoirisé, non, ouais, franchement. Et puis maintenant, il y a des petits bandeaux et des franges qui existent, qui sont trop mignons. Mais oui, j'en ai. Mais oui. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et ça, c'est totalement pris en charge par la Sécu. Oui. Je pense qu'il faut le dire aux patients. Oui, il faut le dire. Il y a des alternatives. Il y a des petits chapeaux, des petits bonnets. Oui, très sympa et pas cher, franchement. Bandeaux, mais bien oui, sûr. moi je changeais tous les jours. Bien sûr. Même sur Internet, vous trouvez très facilement, vraiment. Et puis, je pense que ça aide. Autre truc hyper intéressant,
D'ailleurs, il faudrait que je me mette en contact avec elle. Mais moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux une dame qui fait de la seconde main aussi, avec tous ces bandeaux de chimio. Et comme ça, au moins, ça coûte pas cher. Et puis, on peut en avoir 10, on peut assortir à ses tenues. On peut faire vraiment des choses hyper sympas. C'est top, ça. Mais il y a vraiment des alternatives à la perruque. Et je pense que j'irai peut-être sur un autre épisode à creuser cette question. Mais c'est intéressant, au moins de le dire et puis de savoir que ça existe. Et puis important. Après, il n'y a pas une façon. Non, ça c'est sûr. Mais il faut trouver sa façon de faire. Et donc, du coup, ça a repoussé assez vite, forcément, après ma dernière cure. Quand on est parti à Cuba en février, j'avais déjà une belle épaisseur de cheveux. Et puis, forcément, le 1er mars, ça a retombé. Mais ça m'a moins... Ouais, c'est mon mari qui m'a passé... Je voulais même pas me raser. Je me dis, j'ai pas une grosse... Mais finalement, on a beaucoup de cheveux. Et même si c'était des petits cheveux, c'est un peu... contrariant, quand tu te lèves de l'oreiller, psychologiquement, c'est sûr que c'est pas facile de revoir à la touffe. C'était pas des grosses touffes, mais c'est mon mari qui m'a remis un coup de tondeuse. Non, mais c'est sûr que c'est vraiment un sujet qui est difficile à passer. Pour moi, il y a l'annonce et il y a les cheveux. Ça a été les deux cas compliqués. L'annonce et les cheveux, vraiment. Et... donc là, vous êtes en thérapie ciblée et du coup, les médecins vous ont dit pour combien de temps ce nouveau traitement ? Alors, mon traitement au Laparib par cachet, on est sur 2 ans. D'accord. Mon oncologue, normalement, le 2 ans, c'est protocole classique, 2 ans. Ça marche très bien. En général, de ce que je vois chez les copines, ça craint plus quand on arrête ce médicament. C'est là souvent que ça revient, mais enfin, on ne va pas y penser maintenant. Mon oncologue avait l'air de me dire que je l'aurais peut-être plus que 2 ans. Et l'Avastin, là, que j'ai en intraveineuse toutes les 3 semaines, on est parti pour 22 séances sur 15 mois. Ouais. Mais on a de plus en plus tendance, c'est la tendance en tout cas, à allonger ces traitements, surtout chez les patients jeunes. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on veut mettre vraiment les sécurités à fond pour justement éviter toute récidive. Et d'ailleurs, je vais rebondir dessus, c'est vrai que mon oncologue, j'en ai pas parlé, je sais pas si on y viendra, mais pour la petite histoire, moi, dès le lendemain de l'annonce, je me suis sentie très seule, même si je suis très bien entourée familialement, amicalement. Et j'ai trouvé un groupe Facebook, pour pas le citer, sur le réseau social, et qui m'a permis de connaître une association des cancers gynécologiques, Imagine. Et ça m'a sauvée, et j'ai voulu m'investir dans cette association. J'ai été promue référente Grand Est, Mais comme quoi je pense que les choses n'arrivent pas par hasard, et du coup j'ai perdu le fil. Ça, c'est des séquelles de la chimiothérapie. Oui, donc du coup c'est vrai que j'ai pu rentrer en contact avec, on se sent moins seul parce que même il n'y a pas beaucoup de jeunes, on en est quand même quelques-unes, elles sont plus âgées les dames, mais avec leur expérience. Et par exemple mon oncologue, lui au début m'avait dit que je prendrais juste mon cachet à l'oral, il m'avait pas parlé de l'Avastin. Et moi quand il me l'a mis en place début mai, j'ai été surprise parce que toutes les copines ont les deux. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit oui, normalement c'est interdit en France, les deux. Bon, d'accord, peut-être sur le papier, mais toutes les copines elles l'ont. Et en fait, je pense que je l'ai fait douter. Et je l'ai fait douter, et il m'a dit je vais parler de vous. Donc ça voulait dire qu'il allait parler de moi en RCP, en réunion avec d'autres médecins. Je vous redirai la prochaine fois. Et quand je l'ai revu la prochaine fois, il m'a dit madame, je vous mets sous Avastin. Oui. Donc c'est une petite parenthèse, mais il faut aussi pas... Oui. Il faut toujours être très, très courtoise. Moi, bien sûr. Mais il faut aller un petit peu se renseigner aussi. Ouais. Et voilà. Ça, je suis entièrement d'accord. Et le podcast, ça fait partie de cette démarche d'information parce que c'est important d'aller grappiller les informations à droite à gauche avec les autres patients, l'équipe de soins, poser les questions. Voilà, c'est ça. Et puis, faire ça. C'est ça. Et puis, pas rester avec des questions en suspens. Surtout pas. Si on a des questions dans la tête, les écrire. C'est ce que je fais à chaque fois. Mais c'est génial. Mais oui, moi, c'est ce que je conseille toujours à mes patients. Bien sûr. Il faut jamais venir à la consultation sans avoir un papier avec les questions parce que sinon, c'est évacué parce que ça va tellement vite. Vous avez tout dit. Et du coup, après, c'est zappé et puis on reste avec les questions. Exactement. Donc, et c'est du
du mental et ça porte un nom. Je m'excuse, hein, mais il y a des mots que Oui. c'est de la charge mentale pour rien. Complètement. Voilà. Et puis, c'est vrai que vous parliez des effets secondaires de la chimio, mais c'est fréquent. C'est très fréquent aussi. J'espère que ça va revenir, il paraît. Ouais, c'est un peu ouais, long, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, c'est super. J'allais vous poser la question, justement, dans votre parcours de soins, par rapport à l'alimentation, l'activité physique, les associations de patients. Voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place et qui vous a le plus aidé? C'était quoi vos routines santé? Alors après, je ne sais pas si vous en aviez avant. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire tout ça? Voilà, qu'est-ce qui vous aide le plus? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, il y a beaucoup de choses à parler. Je pense déjà de l'association. Vraiment, je vais y revenir parce que c'est vraiment important. Et ça, je pense que je le conseille vraiment à tous nos auditeurs, c'est de se renseigner. De toute façon, quand on vous annonce, alors surtout à mon âge, le monde s'écroule, hein, très sincèrement. Hein. Forcément, il y a la mort, ça, je ne sais pas si on en parlera, mais ça a été un sujet, même en 2022, même si j'ai entièrement confiance en la médecine, la mort, voilà, ça c'est certain. Elle est bien présente, surtout au début. Et moi, je me suis sentie très seule, encore une fois. Bien sûr que j'ai un mari super, des amis, mais voilà, c'est compliqué. Et puis, moi, je voulais pas leur faire peur, je voulais pas trop leur dire mes craintes. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir Internet. Il y a des groupes pour tout, pour rien. Moi, j'ai trouvé ce groupe du cancer de l'ovaire. Et voilà, je me suis présentée et je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Je n'étais pas seule. Et l'association Imagine, qui met en place des choses, qui organise des cafés. On fait des cafés virtuels. J'en anime encore un la semaine prochaine, d'ailleurs. Enfin, il y a des choses. Et c'est pas se sentir seul. Je crois que c'est ça le plus important. Après, routine santé, je suis pas une grande sportive, je vais être très honnête. Mon oncologue n'arrête pas de me dire que 30% d'activité physique par jour, c'est diminuer 30% de la récidive. Ça, je l'entends. Je trouve qu'il me fait un peu culpabiliser parce que je me dis, j'arrête pas de me dire, mais le jour où je vais récidiver, je vais dire que c'est de ma faute. Enfin, bref, c'est une autre histoire. Mais je pense qu'il est important, effectivement, quand même, de bouger. Moi, c'est surtout mon alimentation. Je souffre beaucoup de mes articulations parce que mon poids, déjà, d'avant, n'était pas aux normes, on va dire. Il faut dire aussi que je suis en ménopause, du coup, parce qu'on m'a opéré, on m'a tout retiré. Donc, j'ai pris quelques kilos que je ne pouvais pas me permettre, mais ils sont là. Donc, l'alimentation, manger plus de fruits, manger plus de légumes, manger bio, c'est bête, mais alors peut-être que certains me diront, mais moi, ça me rassure de manger bio. Je ne mange plus de viande, j'ai quasiment limité, on en parlait hier avec mon oncologue, ma consommation d'alcool. Je ne pensais que j'avais pas le droit à l'alcool. Il m'a dit, mais c'est au contraire, tout en étant raisonnable. Oui. Mais un bon verre de vin, si ça vous fait plaisir, il m'a dit, n'hésitez pas, allez-y. Voilà, je pense qu'il faut se faire plaisir. Je pense que c'est ça, en fait. Quand la vie vous fait des petits cadeaux comme ça, voilà. Mais je vais à la piscine tous les mercredis matins. Je fais de l'aquadouceur, donc c'est de l'aquagym version cancéreuse ou octogénaire. C'est très sympa. Je rajeunis un peu le groupe, mais c'est très sympa. Vraiment, on rigole bien, on fait des petits mouvements. Mais en fait, peu importe l'activité physique que l'on fait, l'important, c'est de trouver un truc qui nous plaît. Voilà, d'y aller avec plaisir. Je pense que c'est ça. Faut surtout pas y aller à reculons, parce que sinon, on peut pas y aller sur le long terme. Oui. C'est exactement surtout ça qui est important. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ce que je dis à mes patients. Mais c'est ça. Faites quelque chose qui vous plaît. Quelque chose qui nous plaît, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, top. Mais est-ce que vous avez eu une prise en charge psychologique dès le début? Parce que justement, c'est un sujet, je trouve que c'est important aussi d'en parler parce que souvent c'est tabou. Et puis, il y a beaucoup de patients qui disent aussi, non, moi, le sujet de la mort, ça n'a pas été un sujet pour moi. Voilà, j'étais tout de suite dans les soins. Voilà, mais... Enfin, je trouve que c'est intéressant si on peut en toucher deux mots parce que bien sûr. Oui, bien sûr, c'est omniprésent et puis en plus on est parents, on pense du coup à ses enfants et quand on entre dans des parcours de soins pareils, bien sûr que on se dit je veux pas les laisser seuls. Enfin, clairement. Oui. Alors moi, en plus, j'ai une situation personnelle assez atypique parce que j'ai été veuve à 30 ans. Le père de mon fils est décédé très brutalement, le soir de mes 30 ans d'ailleurs. C'est une autre histoire. Et donc, du coup, forcément, quand on m'a annoncé ça, moi, j'y ai pensé tout de suite à la mort. Hein. Je vous dis, même si
On sait pas, mais le cancer fait peur, le mot cancer fait peur, et moi j'ai eu peur de ça, très, très clairement. Je ne voulais pas trop en parler envers ma famille pour pas leur faire peur, mais les préparer quand même, encore hier au repas. J'ai un peu d'humour noir, j'avoue, mais je pense que c'est important pour moi de passer par le rire pour quand même parler de choses, voilà, il faut... Mais non, malheureusement, moi, j'ai pas eu d'accompagnement psychologique parce que moi, je suis très à l'aise avec ça. Moi, j'en ai toujours parlé dès le début. Donc, je fais de la prévention. Ça, c'est mon maître mot. Donc, autour de moi, je pense, parenthèse, ma belle-sœur, que j'aime beaucoup, hein, qui n'avait pas consulté de gynécologue depuis la naissance de ma dernière nièce qui va avoir 15 ans le 1er septembre. Bah non, ça non. Donc voilà, et quand on me dit, j'ai des copines sur les réseaux, oh, Olivia, j'ai pensé à toi, j'ai pris rendez-vous, moi c'est gagné. C'est gagné. Non mais c'est peut-être bête à dire, mais voilà, moi c'est mon maître mot aujourd'hui, c'est faire de la prévention. Voilà, justement, quel message de prévention vous aimeriez faire passer aujourd'hui? Très simplement, d'aller consulter, de se faire suivre, tout simplement. Pas faire l'autruche, même si on est jeune, même si... Voilà, alors je vais parler du gynécologue, forcément, les suivis gynécologiques, c'est tous les 2 ans maximum, tous les ans c'est encore mieux, quoi. Et moi, sincèrement, je le dis et redis, je suis hypocondriaque, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Moi, je vais chez le dentiste 1 fois par an, je fais une grosse prise de sang 1 fois par an, je vais chez mon gynécologue 1 fois par an. Je n'aurais pas fait ça, je serais morte aujourd'hui. Il faut dire les mots. C'est ce qui m'a sauvé la vie, d'être très carré sur mes rendez-vous médicaux. Et ça, il faut vraiment le dire, c'est important. Et pour en revenir aux consultations psy, donc moi je pense que sincèrement, j'en ai pas eu besoin, parce que j'en ai toujours parlé très librement. Sauf que peut-être que des patients certainement vont se retrouver dans mon témoignage, mais pour l'après-cancer... Peut-être qu'on va en parler plus loin, je ne sais pas. Mais ça, on ne nous prépare pas. Ça, on ne nous prépare pas à l'après-cancer. Alors, vous êtes dans... Moi, j'ai toujours cette image d'avoir été sous l'eau dès le début, hein, dès l'annonce. Mon gynéco qui prend rendez-vous pour moi, tac, 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 on se laisse... Et puis, il y a toutes les chimios qui s'enchaînent. Et puis, la dernière arrive, le 12 avril. Et moi, j'ai eu un petit moment... c'est pas du tout mon genre, pourtant. Enfin, il n'y a pas de honte. Hein, entre l'avant-dernière et la dernière, ou un petit moment difficile. Parce que je voyais la dernière arriver, et qu'est-ce qui se passe après, quoi. Il y a plus de rendez-vous. Alors j'exagère, mais très peu, hein. Il y a plus de... Et je commençais à relever la tête, on parlait un peu de reprise de travail. Il va falloir que je retrouve ma place dans la société, dans les amis. Notre vie sociale, c'est quasiment arrêté. Nous qui avons très développé ce côté-là, ça pose aussi beaucoup de questions. Et c'est vrai que j'en ai parlé à mon oncologue, avec mon médecin traitant, d'avoir un suivi. Après, peut-être que ça dépend des villes aussi. On a la chance, moi, d'être à Reims avec des choses qui se sont mises en place en ce moment. Un super centre oncologique vient d'ouvrir avec justement un suivi psy. Et j'ai fait ma première séance il y a 15 jours et c'est top, quoi. Bon, la dame, elle est surchargée. Enfin, bon, bref, il y a de l'avenir Je crois qu'il y a encore de l'avenir dans ces métiers. Mais c'est important d'en parler, je pense vraiment, et pas de garder. Il faut... Et comment vous auriez voulu être préparé à l'après-cancer, justement ? Ça, c'est une bonne question. Enfin, l'après-cancer, d'ailleurs, le mot est très mal choisi, je suis désolée. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. L'après-post-cure, en fait. Oui, mais c'est l'après-cancer. Moi, je vois ça comme ça. Aujourd'hui, de toute façon, je suis en rémission. Je n'ai plus de traces de cancer dans mon corps. Donc, c'est vraiment l'après-cancer. Peut-être plus accompagné avec des soins support, peut-être, mis à disposition, une psy. Moi, je sais qu'encore une fois, je souffre beaucoup de mes articulations. Peut-être qu'il est possible, je vois, mais c'est parce que c'est moi qui ai fait des recherches, je suis suivie par une acupunctrice. Voilà, peut-être des soins support mis en place. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Et pour avoir parlé avec pas mal d'autres patients, ça ressort beaucoup, l'après. Et ces soins de support, on ne vous les a pas proposés pendant les traitements ? Pas du tout. Ah ouais ? Non. D'accord. Non. Comme quoi, ça dépend des centres, des régions, très sûr. clairement. Et d'ailleurs, vous me faites relever, là, vous parlez de centres. Les copines sur les réseaux m'ont tout de suite dit « Oh là 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 là, il faut que tu ailles te faire suivre dans un centre expert, vraiment expert de l'ovaire. » Elles m'ont fait beaucoup culpabiliser. Ça a été très difficile.
parce que moi je voulais pas forcément quitter ma région, quitter ma famille. On en a parlé avec mon médecin traitant, j'ai de la chance d'avoir une super médecin traitant, et qui m'a dit, vous savez, la chimiothérapie, que vous soyez à Brest, à Marseille, à Reims, à Lille, c'est le même protocole, vous passez en RCP avec plusieurs médecins, c'est pas votre oncologue là à Reims, hein, c'est voilà. Et pour l'opération, elle m'a dit c'est pour l'opération, et elle m'a dit, vous avez confiance en votre gynéco? Mais j'ai dit, bien sûr, ça fait 20 ans qu'il me suit. Et je pense qu'il faut pas forcément toujours écouter les autres, il faut s'écouter soi. Et moi, j'ai confiance en lui, et je pense que j'ai bien fait. Voilà, je voulais dire ça, vraiment. S'écouter soi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire, ouais, mais il faut faire ce que vous ressentez, vous, c'est important. S'écouter soi. Oui, et puis après, on peut être dans des centres experts avec beaucoup de soins de support, mais si on est déraciné de chez soi, loin de ses proches, et qu'on perd tout ce soutien de proximité, ça peut être aussi délétère. Hein, on peut mal le vivre aussi. Enfin, je pense que voilà, tout ça, c'est à peser, le pour et le contre. Complètement. Il n'y a pas de bonne réponse. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des régions on doit être certainement mieux logé, j'ai envie de dire, et sur les soins support. Et je sais qu'il y a des centres qui mettent des choses en place par rapport à l'eau. Je sais que l'eau fait beaucoup de bien. Et l'activité physique, du coup, vous parliez d'aquagym douce. Oui. Ça, comment vous l'avez trouvé? C'était pas par le centre? Pas du tout. Non, moi, tout ce que je fais, c'est de mon côté, d'essayer de malheureusement payer. Hein. Il faut, le côté financier aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir signé mon CDI un mois avant la découverte de ma maladie. Non, ça, c'est fou, mais... Donc, j'ai une prévoyance. J'ai la chance d'être dans une super entreprise. J'ai une prévoyance. Moi, je ne perds rien en salaire. Ça, c'est... Non, mais je sais. Ça, j'ai bien conscience, la chance que j'ai, parce que c'est vraiment pas tout le monde pareil. Donc, je peux me permettre d'aller voir une acupunctrice une fois par mois, d'aller à la piscine, parce que tout ça, mis bout à bout, c'est quand même un budget. Et ça, je sais que, malheureusement, c'est triste, hein, mais justement, c'est un sujet qui est hyper intéressant, et moi je trouve que c'est bien d'aborder tous ces sujets-là. Justement, là, je me mets en contact, et j'espère vraiment que ça va aboutir à une interview avec une personne qui travaille dans un centre ressources, et justement qui est experte sur ce côté financier, de proposer des solutions pour que financièrement ce soit pas un frein. Parce que oui, c'est vrai que quand on regarde mis bout à bout tout ce qu'il faut entre guillemets payer, c'est vrai que c'est des charges en plus. Complètement. Et l'activité physique, mais ça peut être aussi des produits pour le corps, ça a été pour dans mon cas aussi, pour les effets secondaires. Bien sûr. Moi, je pense, c'est vrai que j'ai eu des neuropathies, surtout au début de mes séances de chimio. Donc, des neuropathies, c'est le système nerveux qui comprend pas trop ce qui se passe. Et donc, moi, c'était les extrémités, donc les pieds et les mains, principalement la main gauche. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai pas trouvé grand-chose. Et sur un célèbre site internet, j'ai commandé... alors, c'était pas forcément donné, c'était des gants que vous pouvez mettre au micro-ondes ou au congélateur... et des chaussettes pour les pieds. Alors c'était un petit budget, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense toujours aux gens, malheureusement, ça doit pas être facile. Ouais, non, mais c'est sûr. Et du coup, ça fait partie de la démarche d'information, de savoir qu'il existe aussi des personnes qui peuvent vous accompagner sur ces sujets-là, et qui du coup permettent de trouver des solutions, quand financièrement... C'est ça. Non, mais c'est ça. Et puis, je pense que j'ai la chance d'être jeune et de me renseigner à droite à gauche, mais je me dis, les personnes un peu plus âgées, c'est pas évident. Enfin, on devrait être plus accompagnées, sincèrement. Sincèrement. Ouais. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on est dans cette démarche-là. Oui, on parle beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Mais ouais, en tout cas, pour vous, l'association de patients, ça a vraiment été un relais d'information essentiel. Mais bien sûr. Et moi, je me suis découverte limite une vocation. Mais vraiment, vraiment. Et pour la petite histoire, si je peux me permettre d'aller sur ce sujet... Pendant mes 6 premières cures de chimio, en chimiothérapie, moi, je parle assez facilement, je suis quelqu'un d'assez sociable, donc les infirmières, c'est devenu mes copines. Je les appelle toutes par leur prénom, bref. Et je leur disais toujours, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, je leur disais toujours, mais il n'y a pas de jeunes, il n'y a que des vieux. Et c'est vrai, moyenne d'âge 85 ans.
Mais j'ai des amis, hein, attention. Non, mais vraiment, je critique pas les personnes âgées. Hein. Mais c'est vrai que, bon, mes voisins de boxe, bon, en moyenne, 85 ans. Et je leur disais toujours, mais il n'y a pas de jeunes. Et elles me disaient, mais si, Olivia, mais si, malheureusement, si. Elle me dit ça pour me rassurer. J'ai fait mes 6 premières cures, jamais vu de jeune. Je fais mon opération. Je reprends le 1er mars et je me rappellerai toute ma vie. Ma chimio, c'est des petits box, donc 4 box, et puis il y en a plus loin. Et donc il n'y avait personne à ma gauche. Je vois qu'il n'y a personne à ma droite parce que je vois qu'il n'y a pas de poche. Hein. On voit les poches au-dessus des box, mais je vois qu'il y a quelqu'un à ma gauche. Et je vois une dame assez jeune, de mon âge, je pense, accompagnatrice. Et je me dis, tiens, je me dis dans l'idée, c'est bien, elle accompagne ses parents, c'est bien qu'un enfant accompagne. Hein. Et puis, je tends quand même l'oreille, puis j'entends quand même que la patiente n'a pas l'air vieille. Et puis, l'infirmière va la voir, elle lui dit, bah, tenez, madame, allez, je vous passe le rinçage, et puis je vous déperfuse dans quelques minutes. Oh, je dis, c'est quand même le moment ou jamais. Puis je dis à l'infirmière, mais je dis, elle a l'air d'être jeune, petite dame devant. Elle me fait un signe, oui. Et je vois cette jeune femme, je me rappellerai toute ma vie, pas très grande, passer sa tête au-dessus du box, me regarder, ouais, je viens d'avoir 41 ans. Oh, je dis, oui, c'est triste, dis donc. Et moi, j'ai toujours un petit mot. Je dis, oh, on est assez bien soignés, on est assez bien pris en charge ici. Elles sont plutôt sympas dans l'idée, sauf quelques-unes, celle qui est à côté de moi, bien sûr, il fallait que je fasse de l'humour. Enfin bref. Et donc, cette dame s'approche de moi et je lui dis, on a la chance ici, nous à Reims, d'avoir une association, Onco Bleuet, qui nous apporte du café, des boissons fraîches, enfin on discute, ils sont super ces gens-là. Et je lui dis, mais c'est dommage, parce que normalement on a une association avec le petit chariot, mais comme par hasard, j'ai pas de visite aujourd'hui et ils sont pas là. Et elle, je me rappellerai toute ma vie, elle prend la chaise pliante près de moi, elle s'assoit près de moi, elle me dit, mais je suis là moi. Et aujourd'hui c'est une amie, je l'avais encore en message juste avant d'arriver. Enfin, ça c'est qu'en chimiothérapie que vous voyez ça. Et la deuxième fois, 3 semaines après, ma deuxième séance, c'est pareil, j'entends une dame pleurer derrière moi, j'entends l'infirmière qui lui dit, voilà, en fait, je comprends que c'est sa première séance. Donc, je sais pas, j'ai été attirée, et on a discuté, et ouais, elle était un peu plus âgée que moi, c'était un cancer du poumon, jamais fumé, elle était très... C'est compliqué, les premières séances de chimio, et je sais pas, ça pourrait peut-être paraître bête, mais je sais pas, je trouve que je suis une mission, je sais pas, d'aider, et ça m'apporte. Et pour finir l'histoire, ce jour-là où je parlais avec la dame, là, il y avait son voisin, pareil, je dis, mais je me retourne, je dis, bah non, vous avez l'air d'être jeune aussi, vous. Il me dit, oui, j'ai 41 ans, c'est drôle, 41 ans. Et je me rappellerai toujours ce qu'il m'a dit. Je dis, ah ouais, quand même, je peux vous demander l'endroit? Il me dit, oui, un cancer du rein. Alors, moi, je dis, oh, oui, quand même, cancer du rein. Il me dit, mon péri, il me dit, il m'en reste un. Alors, moi, ouais, quand même, il vous en reste un. Et il me dit, non, mais on vit très bien avec un rein. Oh, il m'a tué. Je dis, bah ouais, non, mais franchement, les gens qui se plaignent pour aller faire un petit tour en chimiothérapie, je peux vous dire que ça va. Et juste pour finir, pour refermer la parenthèse, cette dame-là, je l'ai revue à ma dernière séance, 3 semaines après. J'allais aux toilettes avec ma perfusion, je traînais ma perfusion, puis l'infirmière elle me court après, Olivia. Elle me dit, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Moi, j'attends pas de visite, qui c'est qui veut me voir? Mais si, la fille d'une patiente qui veut vous voir. Oh, moi, fille d'une patiente, je vois pas du tout. Puis je vois une dame qui court après moi. Ah, elle me dit, oh, ça me fait plaisir de vous revoir. Et moi, j'y étais pas du tout. Je dis, je m'excuse, mais je ne vous remets pas. Vraiment, c'est la chimiothérapie qui me... Elle me dit, mais si, vous avez parlé avec ma maman, elle veut vous voir. Et en fait, elle m'emmène, je la suis. Et en fait, c'était ça, la maman avec qui... Elle m'a vue, un sourire, elle me dit, je voulais vous... Elle me prend la main, elle me dit, mais je voulais vous remercier. Elle me dit, vous m'avez tellement... Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour moi. Ouais. Et maintenant, du coup, vous faites partie d'une asso patient. Oui. Et du coup, vous accompagnez pareil, avec des échanges d'expériences. Complètement. Comment vous... Complètement. Moi, je vous dis, ça... On croit, enfin, chacun pense ce qu'il veut, mais moi, je vois mon cancer comme une chose de positive, il faut le dire. Et j'aurais jamais connu tout ça. Et moi, ouais, c'est une mission de vie. Enfin, je sais que ça peut paraître peut-être bizarre pour des gens qui sont complètement terre à terre, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et oui, j'ai pris contact avec eux. J'ai tout de suite voulu devenir bénévole. Et malheureusement, on s'est vite aperçu que dans ma région, il n'y avait personne. Dans le Grand Est. Et donc, ils ont vu, je pense, ma sociabilité, mon punch, je ne sais pas comment on peut dire, et ils m'ont mise au rang de référente Grand Est.
Et j'ai pu participer à des forums sur le cancer. Je pense que j'étais à Nancy, là, juste à ma fin de chimio. J'ai fini le 2, le 6 décembre, on était avec mon mari à Nancy pour faire un forum. Et ça, c'est formidable, quoi. Ouais. C'est formidable de partager nos expériences. Et avec le Covid, ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il se passe beaucoup de choses en virtuel. On n'a même plus besoin de se déplacer. Tous les mois, on fait des cafés où on partage, on rigole, on pleure. Ça, c'est formidable, ça. On se sent plus seul et ça, c'est important. Ouais. Vous auriez aimé avoir ça je l'ai eu au final. Je l'ai eu. Et encore heureux, vraiment. Ça permet de se sentir moins seul, c'est important. Et justement, qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans votre parcours de soins ? Je pense qu'il faut que je rende quand même un petit peu hommage à ma famille. Donc j'ai envie de dire l'accompagnement, parce que je pense aussi aux gens seuls, il doit certainement en avoir, et c'est horrible. Moi j'ai la chance d'être accompagnée, j'ai un mari... Il a signé malheureusement pour le meilleur et pour le pire. Donc le pire, on l'a connu dans la santé comme dans la maladie, 3 semaines après. Il a été vite mis dans le bain. Et puis mon fils, moi, c'est ça qui m'a le plus aidé, vraiment. Je peux pas me laisser aller pour lui. Et puis cette association, les réseaux sociaux, le partage d'expériences, les super infirmières qui nous suivent en chimiothérapie. Enfin voilà, c'est toute la bienveillance de toute mon équipe médicale. Moi, c'est ça qui m'a aidée. Très sincèrement. Et du coup, juste pour dire 2 mots sur les réseaux sociaux, vous, ça vous aide aussi, vous partagez votre expérience de parcours de soins sur les réseaux sociaux, ou c'est juste à discuter avec d'autres patients ? Non, alors c'est un bien pour un pas bien, j'ai envie de dire. J'ai créé ma page parce qu'encore une fois, j'ai qu'une obsession, c'est faire de la prévention. Donc j'ai créé ma page Instagram, je crois que j'ai commencé, j'avais 7 abonnés. J'en ai presque 500, je suis assez fière de ça. Oui, bravo. Merci de me le rappeler. C'est pas facile. Merci, non, mais... c'est un combat au quotidien. Et puis ça va pas vite. Non, ça va pas vite. Alors, j'en perds 1, j'en reprends 2, j'en repère 3. Enfin, c'est mon combat au quotidien. Non, mais je comprends parce que ouais. la page du podcast, c'est... d'accord. C'est pareil en fait. Non, mais vraiment. Et pourtant, on dit des messages intéressants, des messages de santé publique qui sont essentiels pour les patients. Oui. Et pour autant, c'est vrai que ça monte pas vite. Non, ça monte pas vite. Et je pense qu'en fait, au début, il faut être très patient. C'est ça, t'en perds 1, t'en gagnes 2. Non, mais vraiment, on en est là. Mais qui c'est qui m'a enlevé ? Mais j'essaie de chercher, je ne trouve bien sûr pas. mais donc, du coup, voilà. Moi, j'ai vraiment voulu, sur Instagram, par exemple, de créer ma page pour faire de la prévention. Ça, c'est mon maître mot. Jusqu'à la fin de mes jours, je ferai de la prévention autour de moi et sur les réseaux. Et du coup... Voilà, aussi partager mon expérience, aussi discuter. Malheureusement, j'ai eu une période un peu plus difficile parce que j'ai rencontré des gens sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui décédés. Ça a été très difficile de perdre mes premières sœurs de combat. C'est bête. Mon mari, qui est très terre-à-terre, il ne peut pas comprendre. Mais tu les as jamais vues. Non, mais c'est bien plus profond que ça. On n'a pas besoin de voir quelqu'un pour parler. On s'attache sur les réseaux. Et ça, ouais, j'ai eu une période un peu compliquée où j'ai perdu vraiment deux sœurs de combat très jeunes, 23 ans et 40. Et ouais, c'est difficile. C'est difficile. Ouais, c'est particulièrement dur, ça. Ça, c'est difficile. Donc ça a du bon, bien sûr, mais il faut aussi peut-être prendre un peu de distance. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir dès le début de ton parcours de soins et que tu as appris en chemin ? J'aurais aimé savoir dès le début que ça allait bien se passer. Je pense que c'était important. Non, mais encore une fois, moi j'ai un rapport à la mort assez particulier, donc moi j'étais persuadée que j'allais mourir très rapidement. Je le disais encore hier que j'avais pas une grosse espérance de vie. Je ne me vois pas mourir vieille, mais c'est une autre histoire. Mais oui, j'aurais aimé que quelqu'un me dise à l'oreille, t'inquiète pas, ça va le faire, ça va aller. Et quelqu'un qui me rassure et qui me dise, tu vas bien supporter les traitements et confiance en la médecine. Ça c'est important. J'ai confiance en la médecine. Et est-ce que tu aurais des conseils à des patients qui débuteraient leur parcours de soins ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces patients-là? Alors, c'est ce que je dis, qui débutent? C'est ce que je dis de toute façon aux gens que je rencontre en chimio. C'est difficile, l'annonce, le début. Les débuts sont très difficiles. Il faut garder espoir. Moi, je pense que sincèrement,
On est en 2023. Je sais, il y a des progrès au niveau de la médecine, au niveau du cancer, mais vraiment, hein, je le dis parce que je le crois sincèrement, qui sont... mon oncologue, on en parlait encore, il me disait, par exemple, tous les 3 ans, il y a 50% de traitement en plus du cancer. Enfin, c'est énorme, la recherche avance. Et moi, je pense vraiment qu'il faut garder espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a des essais cliniques qui... Voilà, enfin, on est en bout de chaîne, là, mais quand on arrive en essais cliniques, mais il y a des choses, vraiment, et je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et il ne faut pas lâcher. Il faut avoir confiance en la médecine, il faut se battre. Moi, on m'avait dit au tout début, tu verras, je pense que le moral, c'est 50% de chance. Moi, je suis même plus que ça, mais je trouve que c'est aussi culpabilisant, parce que moi, j'ai un moral, je me force pas. Tout le monde me dit, oh là là, t'es admirable. Non, je suis pas admirable du tout. C'est mon caractère. Je suis comme ça, je ne me force pas. Mais les gens l'ont peut-être moins. Et je trouve que c'est culpabilisant de dire, ouais, c'est 50% du moral. Moi, je fais écrire un livre. De toute façon, je suis en train de chercher un éditeur, très sincèrement, parce que je voudrais raconter mon histoire, et je voudrais raconter les phrases qu'il faut arrêter de dire aux cancéreux. Non, mais ça, c'est horrible, ça. Les gens, ça, on pourrait en parler pendant des heures, moi, des gens. Mais je leur dirais juste de garder espoir, vraiment, et voilà. Mais c'est une super idée, ce bouquin. Ah oui. Mais en plus, on peut faire de l'auto-édition maintenant. Ouais, mais c'est pas donné, hein. Faudrait me donner des plans, alors. Ah bon ? Moi, je sais pas, le mec a renseigné. Moi, je trouve que c'était pas donné. Ah ouais ? Ouais. Faut que je renseigne un peu. Je connais pas du tout le sujet. Ouais, non, mais... je suis pas la bonne personne. C'est vrai. Mais je pensais que maintenant, en auto-édition, on pouvait... je ne sais pas si je serais déjà capable d'écrire moi-même, donc je voulais me faire assister par quelqu'un que c'est son métier, mais quelqu'un que c'est son métier n'est pas donné. Ouais. Donc, oui, c'est sûr que si on embauche... ouais, donc auto-édition, ouais, pourquoi pas. Enfin, moi, c'est vraiment j'ai envie d'écrire un livre. J'ai envie de laisser une trace, c'est une autre... En tout cas, le podcast, c'est une manière orale de laisser sa trace. Et ça, c'est déjà pas mal. Énorme. Exact, c'est déjà pas mal. Mais du coup, c'est quoi les petites phrases, justement, qu'il faut arrêter de dire que... Ça sonne bien. Alors ça, c'est la première chose. Ouais. Mais les gens, je pense pas que ce soit méchant. C'est de la bienveillance, mais c'est très maladroit. Ouais, ça sonne bien. Alors moi, le cancer de l'ovaire, j'ai un peu cette chance, entre guillemets, c'est que c'est assez méconnu, parce que c'est assez rare. Mais je pense à une copine qui a eu un cancer du sein l'année dernière, on en parlait l'autre jour. Ouais, un cancer du sein, ça sonne bien aujourd'hui. Sauf que les gens, ils n'ont pas conscience que des cancers du sein, il y en a 25 000, j'exagère, mais bien 25, et que tout dépend le stade, tout dépend, les gens, ils sont pas médecins, et ça moi, ouais, ça... Et puis, il y a aussi, on m'a dit récemment... juste au moment où j'allais pas forcément très bien à mon avant-dernière chimio, allez Olivia, motive-toi, plus qu'une, et puis ta vie va reprendre comme avant. Je crois que cette personne, je l'aime beaucoup, si elle m'écoute d'ailleurs, mais je crois qu'elle aurait été en face de moi, je l'aurais giflé, je pense, parce que non, ma vie elle sera jamais plus comme avant. Et ça c'est le deuil de ça, c'est pas facile non plus, hein, sur l'après. Mais les gens, ils sont maladroits. Ta bonne mine, moi ta bonne mine, on me le dit mais 45 fois par jour. Oh, mais qu'est-ce que ta bonne mine ? Alors j'ai bonne mine pour une cancéreuse, j'ai bonne mine pour quoi ? Non, moi je suis cash, hein. Je suis pas maquillée, moi je rajoute en plus, tu vois. Mais oui, c'est vrai que, c'est de la part de l'entourage, mais plus ou moins loin. Oui. Ça peut provenir de tout le monde. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de maladresse et en fait on essaye de rassurer. C'est exactement ça. Et souvent c'est très maladroit. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvaises intentions, mais c'est vrai que... Moi, on en parlait l'autre jour, je pense que la seule chose que je voudrais, j'aurais voulu qu'on me dise, je suis là. Pas plus, pas moins. Je suis là. Oui, et puis, je suis à ton écoute si tu as voilà, besoin. C'est ça, je suis là. Ça englobe le tout, je suis là si tu as besoin. Il n'y a même pas besoin de savoir quoi dire des fois. Non, mais juste non, parce que c'est pas évident. D'écouter. Exact, je suis là. Et je trouve que ça résume bien. Ouais. Moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise dès le début, c'est je suis là. Et en quoi tout ton parcours de soins a été un transformateur de vie pour toi ? Forcément, parce que tu dis qu'on n'est plus la même, et on ne retrouvera jamais la vie d'avant. Ça, c'est indéniable. Et en quoi ça t'a transformé ? Déjà, sur le plan un peu moins drôle, j'ai des séquelles. Forcément, j'ai fait 9 grosses chimiothérapies, j'ai des séquelles physiques.
c'est encore très récent, hein, je suis encore en traitement, je marche pas très vite, je suis un peu anémie, donc je suis fatiguée, je m'essouffle très vite. Enfin, il y a des séquelles physiques, il y a des séquelles neurologiques. La chimio qui grille un peu de neurones, hein. J'ai des problèmes de mémoire, de concentration, je cherche mes mots à longueur de journée. Ça fait partie du jeu. Et puis il y a des séquelles psychologiques où merde, je dis un gros mot, mais mince, j'ai eu un cancer à 36 ans, quoi. Enfin, c'est pas évident. Et puis de retrouver sa place dans la société, et puis là, cette peur de mourir, et puis cette épée de Damoclès de récidive qui... c'est pas facile. C'est pas facile, ça c'est sûr, mais c'est sûr que je le dis à qui veut l'entendre, je ne suis plus la même qu'avant. Je trouve même, je vais être vulgaire, mais je suis plus con. Parce que la gentille Olivia, elle n'existe plus, ça c'est indéniable. Je ne supporte plus les gens qui se plaignent pour rien, mais voilà, j'ai un parcours de vie, orpheline à 3 ans, veuve à 30, donc j'ai toujours beaucoup relativisé, beaucoup tout ça. Mais là, je crois que le cancer, c'est quand même... je supporte plus les gens, j'arrive plus à me forcer. Je crois que c'est ça le truc. C'est pas une mauvaise chose. C'est ce que tout le monde me dit, c'est pas une mauvaise chose. Non, c'est vrai, mais c'est un changement. J'étais pas comme ça avant. Avant, j'arrondissais les angles. Maintenant... Et pour clôturer cet épisode très riche, je voulais qu'on parle de l'utilité du témoignage. Parce que si tu es avec moi au micro, c'est que tu es convaincu de l'apport du témoignage entre patients. Et du coup, voilà, je voulais que tu me touches 2 mots sur ce point-là. Oui, je suis plus que convaincue. De toute façon, encore une fois, mon maître mot, c'est la prévention. Même si je touche une personne, pour moi, c'est gagné. Du partage, de ne pas se sentir seul. Je pense que c'est ça qui est vraiment important quand on vous annonce des maladies comme ça. Je pense que c'est important, c'est vraiment important, le partage. Et moi, je le fais pour ça. Eh bien, en tout cas, 1000 merci Olivia. C'était vraiment un plaisir d'être avec toi au micro du podcast. Et puis en tout cas, merci parce que je le répète, du coup, tu es ma première patiente hors cancer du sein. C'est un honneur. Et je trouve que c'est important de parler aussi des cancers qui sont plus rares et dont on parle moins. Oui. Et vraiment, le podcast Cancéro, il a cette vocation-là. Donc merci. Super. Merci vraiment beaucoup à toi d'avoir... Merci à toi, Abigail. Vraiment, c'était un honneur d'avoir témoigné. Et puis, on a parlé de beaucoup de choses. J'espère qu'on ne s'est pas trop éloigné. Mais... Ah non, mais c'était parfait. Ouais. Mais on est là pour ça aussi, pour brasser large. Ouais. Et puis, au fur et à mesure du fil de la discussion, on voit où ça nous mène. Et puis, moi, je trouve que c'est très chouette pour les patients qui vont nous écouter d'avoir déblayé... tout un tas de sujets. C'est vrai que c'était très riche. Et de ne pas se sentir seul, c'est important. Ouais, il y a toujours complètement. En tout cas, 1000 merci Olivia. Merci beaucoup. Merci infiniment. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques, ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cans.hero, canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.